Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce vlog à la demande générale au sujet de la série Dark, sortie sur Netflix. Tout le monde me l'a demandé depuis des semaines et des semaines, depuis que j'ai fait mes premières critiques sur des séries, tout le monde me dit faut que tu parles de Dark, faut que tu parles de Dark, faut que tu parles de Dark. Donc, j'ai décidé de le faire, il y a 3 saisons rattrapées, elles font 10 épisodes pour la première et 8 pour les deux suivantes, 8 chacune. J'ai tout binge-watché et pour une fois, vous allez être contents. J'ai pris le train de la hype en marche. Oui, Dark est une putain de série. C'est super cool, c'est vachement bien fait. Je vais vous mettre une petite alerte binge-watching quand même au début. Il y a tellement de retournements, il y a tellement d'informations, il y a tellement de trucs. Si vous faites les 3 saisons d'une traite, arrivé à la fin de la 3e saison, vous allez être un petit peu en indigestion quand même. Surtout qu'il y a encore des révélations qui arrivent en 3e saison. Mais pour le reste, c'est une putain de série. Et je ne peux qu'adresser mes félicitations à l'équipe allemande qui a réalisé Dark, notamment réalisateur, qui s'appelle Baran Bo Odar et Jantje Friesen. Je crois que c'est comme ça que ça doit se prononcer. Et je crois aussi que c'est comme ça que ça se prononce. Herzlich Glückwunsch. C'est ça, hein? Herzlich Glückwunsch. C'est ça, félicitations en allemand, non? C'est pas ça. Honnêtement, faut que je vous fasse une anecdote. J'ai essayé de prendre le truc en note de façon phonétique pour le prononcer plus facilement. J'ai fini de prendre le truc en note de façon phonétique, j'ai levé les yeux. C'était exactement la même écriture qu'à l'origine en allemand. Quelle langue magnifique et extraordinaire. Donc oui, Dark est une putain de série. Après, juste avant de me lancer dans le truc, il y a quand même un petit truc qui est rigolo avec Dark. C'est qu'il y a une série qui s'appelle Stranger Things. J'étais pas au courant d'un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps en regardant la chaîne d'un jeune mec qui s'appelle Adam Bros. Je connaissais pas du tout ce qu'il faisait. Il m'a révélé un truc que j'avais pas encore entendu par rapport à Netflix. Je l'ai pas vérifié, mais je veux bien le croire. Je suppose qu'il a fait des recherches, vu qu'il l'a dit plusieurs fois. S'il avait dit une connerie, on lui aurait fait remarquer. Netflix a un générateur automatique de scénarios. Ou de projets, par exemple. Netflix a un truc qui peut te générer, comme ça, prenez de tel style d'acteur, tel style d'histoire, tel style de réalisateur, tel style de genre, tel style de musique, etc. Et le truc te crée des synopsis de base qui ensuite ils peuvent filer à des artistes, et les artistes disent bon alors à partir de synopsis de base qu'est-ce qu'on fait? C'est un exercice d'écriture comme un autre, hein, au final, mais c'est un petit peu décidé par l'ordinateur quand même à la base, c'est un peu space, et l'ordinateur a peut-être eu un bug parce que excusez-moi mesdames et messieurs, mais une histoire qui se passe dans une petite ville de province avec un groupe de jeunes enfants, certains disparaissant ou mourant, qui met en scène des dimensions parallèles ou enfin en tout cas 2 fois le même monde, plusieurs fois le même monde, et où des événements paranormaux se déroulent qui sont liés à une station électrique. J'ai encore des doigts, mais vous voulez qu'on aille plus loin là encore quand même? Dark, c'est Stranger Things version allemande, quoi. C'est quand même très space. Ils ont trouvé leur propre histoire à raconter, ils ont greffé leur propre récit par rapport à ces styles de base, ou ces idées de base, et ces concepts de base. Mais quand même, clairement, tu sens que ça a été fait avec les mêmes ingrédients quand même, à un moment ou à un autre. Mais c'est clair que c'est un résultat très très différent de ce qu'a été Stranger Things, et que c'est une très très bonne série, et c'est probablement un des meilleurs récits par rapport au voyage dans le temps que j'ai vu de ma vie. Je savais pas que ça parlait du voyage dans le temps au début. L'histoire de Dark, c'est qu'il y a un jeune garçon qui s'appelle Jonas, qui est joué par... comment il s'appelle? Louis Hoffman, qui est un acteur qui avait joué, que j'ai découvert dans un film gay qui s'appelle Center of My World. Un de ses amis a disparu. Un soir, il part en forêt avec le groupe d'amis qui lui reste pour essayer de retrouver la cache de drogue que leur pote avait mis dans un coin dans la forêt. Et en allant dans la forêt, du coup, ils entendent des bruits bizarres, ils se font plus ou moins poursuivre, et l'un d'entre eux disparaît, le petit Mikkel. Et parce que la ville dans laquelle ils vivent, je crois que ça s'appelle Winden, un truc dans ce genre-là, possède une grotte qui est étrangement connectée à d'autres époques. Le jeune Mikkel a disparu parce qu'il se retrouve téléporté dans les années 80. À partir de là, ils vont essayer de récupérer Mikkel, mais petit à petit, ils vont se rendre compte qu'en fait, la disparition de Mikkel est pas véritablement un hasard, qu'il semble y avoir une espèce d'énorme boucle temporelle qui se répète et qui s'auto-alimente depuis des années autour de Winden. Et donc, ils vont devoir la comprendre, en faire le tour, en comprendre l'origine, l'aboutissement, pour essayer de résoudre leurs problèmes
Le problème principal étant de faire revenir Michael au début, mais au final, le problème étant de restaurer la timeline dans son état d'origine, quoi, de restaurer la timeline comme elle doit l'être, en principe. Ce qui me donne quelques petits problèmes avec la saison 3, mais on y viendra à la fin. Cette série vous a probablement plu parce que c'est un bijou de setup payoff. Je refuse de croire qu'ils aient écrit cette série au fur et à mesure, au petit bonheur de la chance. J'ai pas lu d'interviews, dans les interviews que j'ai lues, dans les trucs que j'ai lus, j'ai pas su s'ils avaient écrit le truc au fur et à mesure, ou s'ils avaient, dès le début, ce qui est ma théorie, fait un énorme plan avec une grande timeline en disant alors voilà les personnages, voilà machin, et partout des flèches pour te dire alors lui il va là, lui il va là, lui, elle remonte là, elle remonte ici, lui ça coupe avec elle, et du coup ça crée lui, qui crée machin, et ils ont tout prévu. Il y a des trucs qui ont été mis en place dans le premier épisode qui vont avoir un payoff que dans le dernier épisode, enfin dans la dernière saison en tout cas. Ça c'est la preuve d'un vrai grand travail de préparation, quand tu arrives à prévoir des trucs dans une saison et tu arrives à faire l'aboutissement en 24 épisodes après. Et ils ne l'ont pas fait pour rien, c'est parce que quand tu fais une histoire qui est liée au voyage dans le temps, si tu n'es pas irréprochable par rapport à tes timelines, par rapport à ce qui influence quoi, qu'est-ce qui est passé dans telle époque et dans tel machin, c'est même pas la peine de commencer à essayer d'écrire un truc, ça n'aura jamais ni queue ni tête. Et là, pour le coup, tout ce qui t'est raconté a un sens, tout ce qui t'est raconté mène quelque part. Les retournements qui viennent dans la saison 3 semblent en avoir pas mal détourné certains de la série. Ça reste dans la même logique, c'est l'idée de, si tu modifies le temps, tu crées une autre timeline, et donc oui, c'est réfléchi, ça fonctionne, c'est cohérent, je trouve vraiment de A à Z. En tout cas, c'est infiniment plus cohérent que cette merde de prédestination. Tout le monde m'avait parlé de ce film à une époque, ce truc avec Ethan Hawke, un film centré sur le concept de science-fiction de l'homme qui est son propre père, ce qu'ils n'ont pu réussir à transcrire en scénario de film, qu'en créant un personnage stupide, idiot, un bouffon absolu, enfin, qui n'a aucune morale, aucun souvenir, aucune intelligence, aucune conception des conséquences. C'est un abruti, et il est aussi abruti que celui qui a écrit le scénario a priori. Voilà, c'est ce qui se produit quand on écrit mal une histoire de voyage dans le temps. C'est prédestination. Quand on l'écrit bien, on a Dark. C'est quand même radicalement différent entre les deux. Donc ouais, tout a été incroyablement bien préparé, et comme ils ont trouvé le bon point de départ pour te faire découvrir tout ce truc-là, toutes les révélations sont inattendues, surprenantes, et en même temps, alors qu'elles semblent sortir de nulle part, elles sortent jamais de nulle part. Si t'as pas encore eu l'explication quand tu vois le truc arriver, tu l'auras dans 2-3 épisodes après, et généralement elle a été préparée 7 épisodes avant. C'est au niveau de l'écriture, enfin vraiment, je ne peux qu'applaudir. C'était extraordinaire niveau écriture. La série en plus arrive très bien à se renouveler. Chaque nouvelle saison amène une nouvelle époque, voire 2, voire 3, des petits retournements, des nouvelles créations, des nouveaux objets, des nouveaux machins qu'ils utilisent pour pouvoir faire leur voyage temporel et des trucs dans ce genre-là. Donc de nouveaux trucs qui débarquent en plus. Et à chaque fois que ça débarque, tu te dis pas ouais mais du coup c'est pas logique. Pourquoi est-ce qu'à cette époque-là on fait ça comme ça, etc. Il y a tout un tas de choses comme quoi sur le fait que la boucle doive se répéter, que les choses doivent arriver d'une certaine façon, ce qui du coup justifie aussi tous les problèmes de pères d'enfants qui sont leurs propres pères, ou trucs dans le genre. C'est le seul truc de voyage dans le temps par exemple. Le truc qui est illogique avec ça, c'est l'ADN en fait, comment fonctionne la reproduction en général, la division cellulaire de l'œuf, la mitose, tout le bordel. Et du coup, avec ce qu'ils ont utilisé comme truc par rapport au temps, vraiment le temps se force à arriver. Genre, si tu essayes de tirer sur quelqu'un qui n'est pas censé mourir, le pistolet va se gripper et va s'empêcher de tirer, quoi. Il y a vraiment un truc comme quoi le temps veut que ça arrive. Et du coup, tu te dis, bon, bah, du coup, le temps fait en sorte que ce soit toujours le même spermatozoïde avec le même code génétique, le même machin qui crée le truc, et ça justifie, du coup, le déroulement de toute cette histoire-là. Donc vraiment, ils ont bien prévu tous ces trucs-là. Et alors, du coup, ce qui est marrant, c'est que, finalement, les Européens fonctionnent à peu près tous pareil. On essaye tous de faire du cinéma un peu plus intellectuel que du divertissement pur américain, quoi. Et donc, même quand on fait des genres, on peut pas s'empêcher de foutre nos thèmes dedans. Notamment en Europe, on est très terre à terre, on aime bien les sujets sociétaux, on aime bien la famille, on aime bien les trucs très très basiques qui sont la vie de tout un chacun. Ce qui me paraît un peu aberrant. Le but du cinéma, c'est justement de rêver un peu plus, mais bon, du cinéma ou de l'audiovisuel en général. Et donc en fait, ils ont utilisé le voyage dans le temps pour en faire une métaphore
de tout ce qui est très héréditaire familiaux en fait, d'avoir hérité des comportements ou des obsessions familiales, d'avoir hérité des travers familiaux entre père et fils, entre mère et fille, ou entre mère et fils, peu importe dans quel sens vous voulez mélanger ça. C'est une métaphore de toutes les petites histoires qui arrivent dans ta vie et qui font que finalement t'es un peu bloqué dans cette petite ville et que t'évolues jamais vraiment, et toutes les histoires, les petits secrets et les petites guerres qui se font entre familles, entre clans, etc., etc. Tous ces petits trucs qui font très petit village en général, mais qui font aussi la base de la plupart des vies qui ont lieu, se traînent sur des générations. C'est donc aussi une métaphore du coup du poids du passé familial, ce qui a un sens tout particulier dans une série produite par l'Allemagne, qui d'ailleurs nous a tous fait le cadeau de soigneusement éviter la période 39-45. C'est vraiment, enfin, ils ont une période en 53, ils ont une période en 21. C'est genre pile poil entre les passages qui concernent Hitler, quoi. C'est vraiment, on a fait le grand écart entre les périodes qui correspondaient et qu'il fallait éviter. C'est beaucoup fait marrer. Mais du coup, il y a un sens profond là-dessus avec quand tu fais une série allemande qui te parle du poids familial. Imaginez tous ces Allemands qui ont, pour beaucoup d'entre eux, eu des nazis dans leur famille, et qui ont eu des tortionnaires dans leur famille, et qui ont eu des crimes de guerre, et qui ont eu des trucs à se pardonner par rapport à d'autres populations, etc. Donc c'est vraiment vachement intéressant comme thème, et c'est incroyablement bien traité, et vraiment intéressant de le traiter comme ça. C'est marrant parce que on n'arrive pas à le faire, nous, en France, ce truc-là. En France, en fait, on reste toujours au final avec 80% d'histoires de famille et 20% d'histoires surnaturelles. Dark, pour le coup, ils font quasi, on va dire quoi, on va dire 60% de surnaturel et 40% d'histoire de famille, quoi. Mais enfin, vraiment, c'est le truc qu'on a toujours du mal à faire en France. On fait toujours des trucs qui sont un peu plan-plan au niveau de la science-fiction et des trucs un peu basiques. On en avait fait un qui était cool en série. Je crois que ça s'appelait Disparition ou Disparu ou un truc dans ce genre-là. C'est une série originale de TF1 avec une meuf qui devait vendre le château familial, évidemment, et qui hésitait parce que elle avait des souvenirs de tout un tas de disparitions. Je crois que quelqu'un avait disparu à cause d'extraterrestres. Il y avait toute une scène au début avec un avion, il y avait des espèces de filaments brillants qui se déplaçaient dans l'avion, et c'était les petits extraterrestres qui se déplaçaient et tout. Enfin, c'était original et créatif et plutôt intéressant. C'était une des rares séries de l'été, genre TF1, que j'avais trouvé cool. Ils ont fait aussi du fantastique avec les trucs genre Dolmen et machin, là. J'ai jamais regardé parce que bon, c'est la Bretagne et je préfère que la Bretagne soit bien traitée. Si j'avais, cela dit, un petit reproche à faire à l'histoire, que je trouve vraiment brillamment écrite, les personnages sont ultra intéressants, on y viendra dans 2 secondes aux personnages, mais alors je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que c'est à ces personnages-là précisément de résoudre les problèmes, sachant qu'ils sont ceux qui ont le moins de raisons de le faire, qui ont le plus à y perdre, on va dire, que ce sont eux qui ont le moins d'infos pour agir, aussi, et surtout, étant donné la fin, parce que on est en train de nous dire quand même que toute cette histoire a été créée à cause d'un voyage dans le temps. Et à la fin de l'histoire, on résout ça avec un voyage dans le temps. Destiné à modifier le passé. Justement, depuis le début, tu te dis non, faut restaurer le passé, il faut qu'il se passe à nouveau comme il se passait. Non, après on t'apprend qu'il y a tout un truc par rapport à la souffrance, et qu'à cause de la souffrance, on va arriver à tel truc, et donc il faut éviter la souffrance, et donc il faut modifier le temps. Bah oui, mais du coup, tu crées une fracture temporelle, enfin, c'est pas le problème que vous avez depuis le début. Ça m'a un peu, enfin, j'ai pas compris sur la fin. Pourquoi, pour moi, l'action est exactement l'inverse de celle qu'il devrait faire, en fait. Enfin, bon, il devrait empêcher que tout arrive, mais bon. Je sais pas. En tout cas, voilà, je trouvais que, pour un récit aussi rondement mené, la fin faisait un peu aberrante, quand même. Enfin, il y avait un truc qui était un peu bizarre dans les choix qui étaient faits dans les décisions de fin. Mais, pour le reste, c'est incroyablement bien écrit, et c'est servi par d'excellents acteurs. Ils sont tous absolument bluffants. Il y en a beaucoup en plus qui sont obligés de chialer pendant les 3/4 des épisodes, et genre extrêmement crédibles, ils sont extrêmement puissants dans leur jeu. Il y en avait un ou deux qui étaient un petit peu énervants ou inintéressants, et je dirais que si je dois vraiment rentrer dans le côté énervant, je parlerai de Misha, sur les épaules de laquelle repose une bonne partie de la saison 3, et honnêtement, quand elle est arrivée dans le truc, j'ai pas reconnu, je l'ai pas reconnu par rapport au rôle qu'elle jouait avant. J'ai pas reconnu son jeu, j'ai pas reconnu son attitude, j'ai pas reconnu ce qu'elle faisait.
ils ont beaucoup trop changé son look aussi. Et surtout, on a beaucoup de mal à s'y attacher, et elle est un peu larguée complètement dans l'histoire. On n'a pas vraiment le temps de développer des liens avec elle. Je sais pas, c'est difficile de s'attacher à elle, je trouve. Et alors, le truc que j'ai vraiment eu du mal à comprendre, et c'était aussi dans saison 3, les problèmes sont en saison 3, globalement. Le comportement de la mère de Jonas. J'ai pas compris ce qu'elle était partie foutre. En fait, en dehors de ces deux-là, la plupart des personnages sont plutôt appréciables et compréhensibles. Il y en a un personnage que j'ai trouvé plutôt intéressant. Enfin, c'est un, mais c'est plusieurs personnages. Parce que justement, ils veulent beaucoup lier le futur, le passé et le présent. Il y a un des personnages qui est constamment, toute sa vie, accompagné de son lui plus jeune et de son lui plus vieux. Ils sont tous les trois habillés exactement de la même façon. Ils ont tous le même défaut, le même bec de lièvre sur les lèvres. Ils se déplacent de la même façon, ils agissent de la même façon, ils ont le même regard. J'ai trouvé que ce trium de personnages était vraiment intéressant et assez glaçant, et quelque chose que j'avais pas encore vu jusque-là, quelque chose d'assez nouveau et que je trouvais vraiment très impactant. Il y a juste un petit souci avec les personnages de Dark. C'est qu'ils sont nombreux, putain de merde! Parce que entre ceux qui ont l'âge normal, ceux que tu vois ensuite quand ils sont gamins, ceux que tu vois quand ils sont adultes, ceux que tu vois quand ils sont encore plus adultes, ceux qui sont devenus tellement adultes qu'ils ont pris un pseudo parce que du coup ils ont l'impression pour te perdre, du coup pour que tu comprennes pas tout de suite qui c'est et que t'aies une petite révélation, etc. Les mecs prennent des pseudos et tout, donc du coup leur prénom change et du coup tu sais plus qui c'est. Et quand en plus t'en as de différentes versions à retenir et différents machins, etc. Honnêtement, arrivé en saison 3, il y a toujours des moments où les gens parlaient et disaient, j'arrivais pas à voir les liens entre les personnes, en fait. C'est genre entre Regina et Claudia, je n'ai jamais réussi à retenir que Claudia c'était la vieille qui était en charge de la centrale et que Regina c'est sa fille ou c'est la mère de Jonas? J'arrive plus à me souvenir qui est Regina. Enfin, c'était insupportable pour moi. Il y avait tellement de prénoms, il y a tellement de trucs partout. J'étais un peu perdu sur certains trucs. Heureusement qu'ils en mettent 3 couches pour bien te réexpliquer à chaque fois ce qui se passe, parce que sinon ce serait un peu laborieux. À ce propos d'ailleurs, au niveau des personnages, juste avant de terminer, je les trouve vraiment tous appréciables et tous plutôt cool. Alors il y a tellement de personnages que des fois il faut essayer de les distinguer avec des trucs très précis. Et il y en a un que j'ai beaucoup aimé, qui est distingué avec un running gag. Il y a un mec qui est le collègue flic de... comment s'appelle la flic? C'est Charlotte la flic? Ah, je vous dis les prénoms, c'est catastrophique. Il y a ce mec, tu le vois démarquer dans le premier épisode, il a un bandeau autour de l'œil, mais genre un truc énorme. Le truc, tu peux pas passer à côté, quoi. C'est vraiment le truc qui fait 10 fois le tour de sa tête, c'est épais comme ça, t'as le gros truc sur l'œil, etc. Et donc première saison, tu le vois avec cet énorme bandeau sur l'œil pendant toute la saison, et on t'explique jamais ce qu'il a. On lui demande comment est-ce que ça s'est passé, et à chaque fois il est... Bon, je veux bien t'expliquer, mais tu dis à personne, hein. Tu dis à personne. Bon alors écoute, l'été dernier, et à chaque fois il y a un truc qui débarque pour qu'il puisse pas expliquer ce qui se passe, et j'adore le fait qu'il y a un personnage qui est défini par un truc qui est ultra visible et qu'on va jamais expliquer. Quelque part, du coup, c'est super drôle. Mais justement parce que t'en fais une blague, en fait, tu t'attires l'attention dessus et tu dis, non, on va jamais vous expliquer pourquoi, on va juste vous le distinguer, comme ça vous pourrez savoir qui c'est, quoi. Il sert quasi à rien dans l'histoire, vous allez le voir 3 fois dans l'épisode. S'il a pas un truc ultra marquant pour que vous le reteniez, vous allez jamais vous en souvenir, quoi. Et j'adore comment est-ce que le truc est géré, ça m'a beaucoup fait marrer. Quand ils ont vraiment commencé à aborder le truc, parce que tu vois le personnage au début et tu te poses la question de lui, c'est quoi ce truc, ce cache-œil, ce machin, qu'est-ce qu'il a sur l'œil? Et quand il commence à aborder le truc, j'étais, oh putain, c'est un running gag, c'est génial. Tous ces personnages et leur histoire sont servis par une mise en scène. C'est pas toujours très facile pour une série de faire de la mise en scène, parce qu'une série doit être tournée beaucoup plus rapidement qu'un film de cinéma, notamment. Du coup, on n'a pas le temps de faire les détails qu'on voudrait faire, de faire tous les effets, les angles de caméra, les petits trucs pour gruger. Grosso modo, ça reste quand même du dialogue en chant contre chant, hein. On sort pas trop de ce truc-là. C'est à peu près ce que font toutes les séries. Si vous regardez à peu près toutes les séries, 70% de l'épisode, c'est du dialogue en chant contre chant. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a. Là, pour le coup, on a des personnages qui sont dans différentes temporalités, des personnages qui changent de pseudo, des personnages qui machin. Donc, il faut qu'on essaye d'expliciter un peu tout ça. Et la série a tout un tas de choses pour expliciter tout ça, notamment, l'une des choses qu'elle va utiliser le plus souvent, c'est les split screen. Je commence à avoir du mal à articuler, ça y est. Grâce au split screen, on peut te mettre face à face le personnage tel que tu le connais dans le présent, le personnage tel qu'il sera dans le futur, ou alors le personnage tel qu'il était dans le passé, et du coup on te valide grâce à une astuce de mise en scène, tel personnage, c'est tel personnage, vous devez les réunir tous les deux, donc ça te permet du coup de bien retenir les trucs. Ils vont aussi utiliser d'ailleurs le split screen pour mettre en parallèle les personnages et leurs pensées. C'est souvent quelque chose qui va être utilisé, notamment pour la séquence de fin, je l'ai pas mis, j'en parlerai plus tard,
Mais il y a des petites séquences de fin avec des petits montages sympas, et là, on peut mettre par exemple en relation le personnage et un article qu'il lit sur quelqu'un de sa famille ou un truc dans ce genre-là, et du coup te montrer que c'est ça qui occupe sa pensée, c'est ça qui le turlupine, et donc c'est ça qui va le forcer, le faire continuer à avancer dans le reste de l'histoire. De même, pour que tu arrives à garder une trace du temps et à quel moment tu te déroules, on va avoir plusieurs façons de marquer les transitions entre différentes époques. Le premier truc qu'on va voir, c'est simplement afficher la date de l'époque à laquelle ça se déroule, ce qui va arriver grosso modo plutôt au début, quand on va commencer à explorer la période, et un petit peu moins quand on va commencer à vraiment rentrer dans le scénario et le développement de ce qui se passe dedans. Dans le dernier ou l'avant-dernier épisode de la saison 3, on fait tellement d'aller-retour en fait dans le futur et dans le passé qu'ils se sont dit, plutôt que de mettre la date, on va mettre un décompte. Donc il y a ce moyen-là de faire passer le temps. Ils vont utiliser des transitions que j'appellerais des transitions de trou de verre, c'est-à-dire que tu te mets à avoir des transitions où tu passes, tu vois une image, et en fait tu as l'impression qu'elle recule jusqu'à t'amener à un autre environnement, et tout est très déformé, donc c'est pour ça qu'il y a un côté un peu trou de verre et passer dans un truc un peu bizarre. Donc ça fait une transition qui est plutôt pas mal elle aussi. Dernière petite chose liée à la transcription du temps dans la mise en scène, ça va être les timelapses qui vont être utilisés pour certaines périodes où les personnages restent plusieurs moments à faire quelque chose. Donc, des personnages qui étudient un objet qu'ils doivent essayer de faire marcher, ou qui font des recherches, des trucs dans ce genre-là, ou qui montent un mur avec des indices, avec des photos, des ficelles pour lier les gens, etc. Donc voilà comment est-ce que la série s'en sort pour nous faire expérimenter, nous faire ressentir le temps. Toutes ces astuces, les split screen, les machins, les dates c'est plus pendant la narration, mais les split screen, les timelapses, les trucs dans ce genre-là, souvent quelques ralentis aussi. Il y a pas mal de notions de ralenti parce qu'on est un truc qui gère le temps, donc forcément à un moment ou à un autre tu vas mettre un ralenti. C'est souvent utilisé pour la séquence finale. À peu près, je sais pas pourquoi je dis à peu près, tous les épisodes ont une scène musicale avant de se terminer. Au bout de 40 minutes, t'as une scène qui démarre. T'as grosso modo un résumé de ce qui s'est passé, de ce qu'on a appris dans l'épisode et de l'impact que ça a eu sur les personnages. Pendant 2-3 minutes, chaque fois avec une musique différente, avant les deux dernières scènes qui vont te montrer le prochain épisode, ça va être ça, le danger. Grosso modo, c'est ça. On a la musique qui résume ce qu'on vient de voir, et 2 scènes après qui vont te dire maintenant voici où arrive la nouvelle merde et où est-ce qu'on va devoir partir après dans l'histoire. Un petit truc à noter d'ailleurs à ce propos, c'est que, comme je l'ai dit, il y a quelques soucis qui peuvent arriver en saison 3 et quelques trucs un peu surprenants, et ça avait été un petit peu teasé déjà en fin de saison 2, donc il y a des fans qui devaient être au courant, et je crois que les créateurs de la série ont remarqué que certaines personnes n'étaient pas très contentes parce que la musique qu'ils mettent sur cette séquence à la fin du premier épisode de la saison 3, c'est une chanson en anglais qui dit This is not what you wanted, this is not what you had in mind. Intéressant quand même, quand t'es en train de te faire une séquence pour te montrer que du coup on est en train d'explorer quelque chose que les gens pensaient pas trop voir venir jusque-là. Et t'as une chanteuse qui est en train de te dire ah c'est pas ce que vous pensiez, hein, c'est pas ce que vous croyez voir arriver dans le scénario, etc. T'as un peu l'impression que c'est on sait bien qu'on vous a niqué ou qu'on vous a amené là où vous pensiez pas venir quoi. Enfin, la série est extrêmement bien réalisée. Ils se sont inspirés de je ne sais plus quel photographe. Je vous mettrai le nom par ici pour faire les ambiances et les décors. Et ça se voit, la lumière est magnifique. Souvent des lumières réalistes, mais elles sont travaillées de façon à être particulièrement stylisées pour être très glauques. Il y a toujours un travail des noirs très profonds, il y a toujours des très grosses zones d'ombre, des lumières extrêmement tamisées, extrêmement diffuses, qui font des ombres pas très nettes, qui se reflètent très peu sur les murs et sur les objets, sur l'environnement. C'est souvent de la lumière qui vient de l'extérieur, tamisée par les rideaux, etc. Donc pour qu'on n'ait jamais vraiment de source de lumière très forte dans l'image. On a toujours quelque chose de très tamisé, très sombre, très obscur, et du coup ça met toujours un peu en angoisse. Donc c'est une très très belle lumière qui colle très très bien aux thèmes qui sont abordés dans le délire. Enfin, on parle de la mort, on parle de vieilles merdes qui traînent depuis des générations entre les familles, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un truc qui est plutôt glauque globalement. Et c'est vrai que cette lumière te permet toujours de le ressentir parce que t'as toujours l'impression qu'il fait moche presque. Mais c'est vrai que ça donne une ambiance très très particulière à l'ensemble des scènes, notamment avec les cadres qui sont faits, parce que c'est un des trucs qui m'a vraiment bluffé pour le coup dans cette série. À quel point les cadres sont larges, à quel point les cadres sont mastoc. D'un autre côté, c'est très pratique une série dans le voyage dans le temps, parce qu'en fait, t'as toujours les mêmes décors, t'as juste à changer un peu l'aménagement de temps en temps entre deux trucs, et du coup, ça te coûte pas monstrueusement plus cher, en fait, d'avoir plein d'époques différentes, parce que c'est juste un rhabillage du décor à faire, quoi. Donc c'est une petite astuce pour avoir beaucoup plus de décors et beaucoup plus d'environnements variés, alors qu'en fait, t'en as beaucoup moins. Et ils sont tous filmés par des cadres qui sont assez magnifiques. Il y a toujours beaucoup d'espace, beaucoup de champs, et des plans qui sont assez larges. On est en 2:20, je crois, le ratio de l'image, c'est en 2:20 sur Dark. Comme beaucoup de séries d'ailleurs qui font, sauf la fin de saison, le dernier épisode de la saison 3 qui est en scope,
parce que c'est la timeline d'origine est en scope. Ce qui est plutôt pratique aussi pour t'aider à te distinguer entre les différentes timelines et les différents trucs. Beaucoup de travail pour ce que les choses soient centrées, des cadres qui sont absolument sublimes, sur des environnements qui sont magnifiques, la forêt, la gigantesque, elle est très très bien. Enfin, le plan sur sur ce croisement là de route avec la station, la centrale nucléaire derrière. Il y a vraiment une façon de mettre en valeur les décors qui est particulièrement intéressante. Au passage, d'ailleurs, je vais le mettre là parce que je sais pas trop où je vais mettre. Des effets spéciaux qui sont vachement intéressants aussi. Il y a des trucs qui sont très très cool. Les effets spéciaux de voyage dans le temps, la grosse explosion en mode Akira là, que je trouve vraiment très très cool. Et le plan du coup est vachement joli aussi. Donc c'est une série qui a de la gueule. C'est une série qui a une bonne histoire, des bons acteurs, des bons décors, une bonne mise en scène, donc elle a plutôt de la gueule. Et pour ne rien gâcher, la musique et l'ambiance sonore ne sont pas en reste. Je dois dire, cela dit, que on a vraiment atteint l'extrême limite dans notre époque pour les génériques de séries télé, parce que même en binge-watchant un truc et avec juste 10 épisodes, au bout du 3e épisode, je pouvais déjà plus supporter le générique et je le passais automatiquement. C'était un générique de 2 ou 3 minutes dans une série, maintenant ça passe plus, quoi. Tu fais une petite carte d'accroche, quoi, un truc de quelques secondes, mais là c'est un peu long quand même. Non, c'est toujours très joli, puis chaque saison a un truc différent avec les effets de kaléidoscope et les trucs de symétrie, etc. C'est un peu long quand même. Mais c'est bien qu'ils en changent à chaque saison aussi, c'est cool. Mais donc oui, il y a aussi la musique au-dessus de ce générique qui est assez intéressante et qui marque un peu grosso modo, la sélection musicale du truc. On a un travail de mélodie, de mélancolie, quelque chose globalement d'assez nostalgique, parce qu'il y a évidemment un rapport aux années 80, etc., comme dans Stranger Things. Mais surtout, il y a les compositions originales, qui sont globalement très sombres, qui marchent vachement bien, qui sont très très pesantes et très prenantes, et tu sens à chaque fois que le scénario est en train d'avancer, tu sens qu'à chaque fois qu'il y a une réplique qui débarque, t'as un petit truc orchestral pour te marquer que c'était important, soit un petit boom orchestral avec les percussions qui vont faire un truc, ou alors tu vas avoir au contraire les cuivres qui vont faire, vous savez, cette espèce de montée brusque, enfin de montée progressive des cuivres avec un arrêt brusque, quand t'as une transition, un truc dans ce genre-là, donc t'es en train de voir un truc, ça fait tu passes à une autre scène, etc. Et ça fait des transitions qui marchent super bien avec donc cet ensemble de, je sais pas, des cordes, des trompettes, des machins qui montent petit à petit. Et ça te fait une putain de bonne transition. Si t'as un petit truc orchestral, une petite percussion orchestrale derrière, ça peut bien marcher aussi. Il y en a qui sont juste très synthétiques, qui font pas très orchestraux, mais qui, encore une fois, marquent l'intensité dramatique des dialogues ou la progression d'une scène, etc. Et puis, tout un tas de bruit pour marquer les transitions, notamment, entre différentes époques, différents lieux, différents trucs, etc., etc. J'en suis à peu près venu à bout, je crois. Ça va, j'arrive à faire des vlogs qui sont plutôt courts finalement sur les séries télé, en fin de compte. Je vais revenir une dernière petite fois sur la saison 3, sur la fin de la série, parce que faut vous y préparer un petit peu, je pense. Je trouve qu'en saison 3, ils ont plus grand chose à raconter, en fait. Ils ont encore certaines révélations importantes à nous montrer, mais ils veulent les garder pour la fin de la saison. Et du coup, t'as l'impression qu'une bonne partie de la saison, c'est juste voir comment des actions se sont déroulées dans cet autre contexte, dans cet autre environnement, dans cette autre timeline. Et franchement, t'as un moment où t'as l'impression que la saison 3 rame, en fait. Qu'elle est en train d'essayer de prendre son temps le plus possible pour essayer de garder ces 10 épisodes et d'avancer les révélations, etc. Et qu'ils ont essayé de trouver un truc pour remplir, mais qu'en fait, le truc pour remplir, il est pas si intéressant que ça, en fin de compte. Ça reste pertinent à l'histoire, ça reste du développement et ça reste quelque chose de lié à cet énorme enchevêtrement de flèches et de machins pour lui il est là, lui il va passer ici, lui machin, etc. Qu'ont fait les scénaristes. Il y a un truc qui paraît un peu bizarre, il y a un truc qui paraît forcé, il y a un truc qui paraît trop rapide aussi. Globalement, je l'avais dit, ça paraît un peu trop rapide tout ce qu'on vit avec Misha et donc voilà, t'as du mal à voir grosso modo où est-ce qu'il veut en venir. Et quand tu vois où est-ce qu'il veut en venir, pourquoi cet événement a créé tout le reste? Parce que si le personnage a réussi à créer une machine à voyager dans le temps, il l'a probablement utilisée pour ce qu'il croyait, enfin pour ce qu'il voulait faire, ce qui est très proche de ce que nos personnages doivent faire. Et s'il a réussi à le faire, pourquoi ça aurait créé tout ce bordel? Pourquoi ça aurait créé des personnages qui doivent passer du futur au présent et du machin pour aller mourir dans une autre époque ou vivre dans une autre époque et machin? Enfin, pourquoi? J'ai pas compris ce qui rendait ça obligatoire en fait. C'est un peu le seul truc qui me perturbe avec ce truc-là, c'est je trouve que l'explication de fin, pourtant elle paraît très bien préparée aussi depuis le début. Grosso modo, t'as vraiment l'impression que c'est ça qui préparait. Mais je trouve que c'est un peu bizarrement foutu en fait. Je trouve que l'action elle-même importante me paraît bizarre. Bon bref, je vais arrêter de revenir dessus pendant 3 heures. Voilà.
Herrlich Glückwunsch à toute l'équipe de Dark. C'est vrai que Dark est une putain de très très bonne série, je comprends pourquoi vous me l'avez tous conseillé. C'est vrai que c'est une très très bonne série, c'est totalement prenant, c'est très bien raconté, il y a vraiment un bon storytelling. La plupart des choses sont bien mises en place, il y a des bons setups, des bons payoffs, les personnages sont attachants, la musique est cool, la mise en scène est cool. Que demande le peuple? Pour le coup, que demande le peuple? Et oui, pour une fois, c'est une production Netflix qui vaut tout à fait le coup. Voilà. Dark est excellent, et merci à ceux qui me l'ont conseillé. Prenez soin de vous, allez voir des films, ou regardez des séries. Ciao!